Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'armée sioniste fait des dizaines de martyrs et de blessés dans un raid contre une école abritant des déplacés à Nusayrat dans l'enclave palestinienne de Raza. Alors que le génocide à Raza atteindra bientôt son 11e mois, les habitants de l'enclave luttent toujours pour trouver de quoi se nourrir. Le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Walid Fayad, exprime sa profonde gratitude envers l'Algérie pour son soutien, soulignant l'importance de l'aide de 30 000 tonnes de fioul envoyées au Liban en cette période critique. En Algérie, la course à la présidentielle du 7 septembre se poursuit pour Abdelmajid Tebboune, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Cherif. Tout un dossier consacré à la campagne électorale à suivre dans cette édition. Et puis le Kremlin affirme qu'il y aura une réponse à l'attaque de Koursk et que l'idée de pourparler de cesser le feu avec Kiev n'est plus d'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, tout d'abord un point de la situation à Raza où des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce lundi dans le bombardement d'une école abritant des personnes déplacées au nord du camp de Nusayrat dans le centre de Raza. Rien que durant les dernières 48 heures, l'armée d'occupation sioniste a commis une série de massacres et fait 30 martyrs. Des massacres qui alourdissent une fois de plus le bilan des victimes de ce génocide. À ce jour, on dénombre 40 435 martyrs et 93 534 blessés. Plusieurs familles endeuillées se sont rassemblées à l'hôpital Nasser de Raza pour pleurer leurs proches lâchement assassinés dans les frappes sionistes qui ont ciblé la ville de Khan Younes ce lundi. C'est le triste quotidien des familles palestiniennes depuis plus de 10 mois maintenant. Je suis un père comme tous les autres pères qui ont perdu leurs enfants. J'ai perdu quelqu'un de ma vie, mon âme. Allah était pour moi, pour sa mère et ses frères et ses sœurs, le deuxième homme de la maison. Nous l'avons perdu. Allah est mort et nous sommes morts avec lui. Que Dieu ait pitié de son âme. Telle est notre situation dans notre pays. Telle est la situation de Raza. Elle ne cesse de donner des martyrs. Chaque minute, il y a des martyrs partout. Le monde arabe et musulman tout entier, le monde arabe et européen tout entier doivent mettre un terme à cette guerre, à ce bain de sang sur la population de Raza. Raza qui a été opprimée. Chaque maison compte des martyrs, des enfants innocents. Nous demandons au monde d'arrêter cela. Et après ces massacres, les forces sionistes se sont retirées du nord de Khan Younes, laissant derrière elles des cadavres et des dégâts. L'armée d'occupation s'est repositionnée dans les parties orientales de la ville après une opération militaire dans le nord qui aura duré 2 semaines. Dès que nous avons su que l'armée israélienne s'était retirée du quartier, nous nous sommes précipités dans l'espoir de retrouver nos maisons et nos biens. Nous n'avons trouvé que des destructions, des débris, et tout ce qui restait était déchiré et brûlé. La plupart des martyrs ont été tués par des drones quadricoptères qui ont tiré sur les habitants du complexe résidentiel Hamad. Il y a eu également des bombardements d'artillerie qui ont déchiqueté encore plus de personnes. Des patients palestiniens évacués de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah après un nouvel ordre d'évacuation sioniste. Le seul hôpital du gouvernorat central se vide. La municipalité de Deir el-Balah affirme que les ordres d'évacuation sionistes ont jusqu'à présent déplacé un peu plus de 250 000 personnes. Les explications à Mela Maziane Zitouni.
Des lits et des couloirs vides, des patients en détresse. L'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a été évacué. Les patients et les équipes médicales ont fui. L'ordre sioniste d'évacuation des zones voisines de Deir el-Balah a semé la panique parmi les Palestiniens. Le ministère de la Santé a annoncé que l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa fonctionnait toujours et que les équipes travaillaient toujours à l'intérieur de l'hôpital. Mais les citoyens, les patients et certaines équipes médicales ont paniqué après avoir appris que la zone avoisinante était des zones d'opération. La plupart des gens ont craint le sort des autres hôpitaux. Par conséquent, un grand nombre de patients ont quitté l'hôpital. Actuellement, il y a plus de 100 patients dans les services de l'hôpital. Principal établissement médical de Deir el-Balah où des centaines de milliers de personnes déplacées avaient trouvé refuge par crainte des bombardements. Aujourd'hui, l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa n'est plus un endroit sûr. Certains patients en état critique n'ont pas pu fuir, à l'exemple de Maha Hachami. Je crains que l'hôpital ne soit pris pour cible. Je ne peux pas supporter une autre blessure. Je préférerais mourir plutôt que d'être à nouveau blessée. Je suis paralysée et je ne peux pas bouger. Ils veulent que nous évacuions. Je suis blessée et je n'ai pas d'endroit où aller. Où pourrais-je aller ? Ces derniers jours, l'occupant sioniste a émis plusieurs ordres d'évacuation à travers Gaza. Le plus grand nombre depuis le début du génocide qui dure depuis plus de 10 mois, provoquant un tollé parmi les civils palestiniens. Et alors que le génocide à Gaza entre dans son 11e mois, les habitants de l'enclave luttent toujours pour trouver de quoi se nourrir. Les aides humanitaires fournies par le PAM, bien qu'insuffisantes, permettent de calmer la faim. Mais les Gazaouis souhaiteraient avoir autre chose que des boîtes de conserve qui provoquent malheureusement des maladies, surtout chez les enfants. Souhila Kilal. D'interminables heures d'attente dans la chaleur du mois d'août, aux portes d'un centre de distribution des Nations Unies à Jabalia, pour espérer bénéficier d'un colis alimentaire. La plupart de ces Palestiniens ne vivent depuis plus de 10 mois que sur des boîtes de conserve. Les citoyens n'ont pas besoin de boîtes de conserve. La nourriture doit être diversifiée pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens. Mahmoud Abou Sidou est père de famille. Son colis alimentaire à la main, il rentre chez lui rejoindre ses enfants pour déballer le carton. Bien que reconnaissant d'avoir ces quelques boîtes de conserve pour calmer la faim et nourrir sa famille, il avoue tout de même que l'aide reçue est à peine suffisante. Ce n'est pas mal, mais ils devraient nous donner des légumes et des fruits. Ça nous aidera à mieux tenir. Les boîtes de conserve et les conservateurs qu'elles contiennent nous ruinent la santé. Une aide humanitaire salutaire à la survie des Gazaouis, mais cette nourriture en conserve provoque souvent des maladies, notamment des éruptions cutanées. Le colis alimentaire comprend de la viande, des petits pois et du halva en conserve. Ce n'est pas mal, mais ça provoque des maladies chez mes enfants, des éruptions cutanées. Regardez mon fils, il a des boutons partout. Otages d'un génocide qui se joue à huis clos, les Gazaouis subissent les pires sévices. Bombardements, massacres, déplacements. Et comme si cela ne suffisait pas, la faim et la soif sont également utilisées comme armes de guerre. Un génocide où aucun droit n'est respecté. Un génocide où les droits de tous les Palestiniens sont bafoués. En Cisjordanie occupée, l'armée sioniste a arrêté au moins 15 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats. Les forces d'occupation continuent de cibler principalement les anciens prisonniers et ont appréhendé l'ancien détenu Hassan Safadi à Naplouse, qui a été libéré le 30 juillet dernier après avoir passé 9 mois en détention administrative. Elle est la plus grande communauté palestinienne en Amérique du Sud. 1 demi-million de Palestiniens ont posé depuis des années leur valise au Chili et l'éloignement de la mère patrie n'a fait que renforcer le lien éternel qu'ils ont avec une terre spoliée, volée, souillée par l'occupant sioniste. En ces temps difficiles, ils sont des milliers à s'inquiéter du sort de leurs frères dans l'enclave palestinienne et en Cisjordanie occupée. Et la distance n'arrange pas les choses. Maria Chouilleur. Des peintures murales et graffitis décorent les rues de la capitale chilienne Santiago.
Abritant le plus grand nombre de diasporas palestiniennes dans le continent sud-américain, avec plus de 500 000 personnes, ils expriment tous leur profonde inquiétude face au génocide en cours à Gaza. Aujourd'hui, nous pouvons voir le génocide en ligne au XXIe siècle. Et ce problème nous fait mal. Cela nous fait beaucoup de mal parce que les Palestiniens du Chili vivent cela, car ils sont nos frères. Et nous le vivons avec une grande douleur, parce que tout cela signifie la perte de vie, la perte d'emploi, la perte d'hôpitaux. Dans le quartier du Patronato à Santiago, le street art a son mot à dire. Il exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza, tout comme ces sportifs d'origine palestinienne qui ne peuvent plus cacher leurs émotions. Ils s'expriment sur le terrain de jeu alors que la kéfié, symbole de solidarité et de nationalisme palestinien, décore les épaules des supporters du club Deportivo Palestino. Être un fan de Palestino dernièrement est devenu compliqué. Bien que l'on soit chilien, on a des amis qui sont ici, qui viennent de la Palestine et nous parlent de la douleur qu'ils subissent à cause de l'occupationniste. Cela me rend triste et en colère, mais nous sommes ici pour montrer un peu de joie à ces gens qui souffrent. Notre club a des valeurs très claires. La cause palestinienne et la cause de la libération de la Palestine est l'une des forces motrices de ce club. Nous faisons donc savoir cela aux joueurs, au staff technique et aux officiels. Au moment où les joueurs portent des pancartes sur le terrain appelant à la paix et au cessez-le-feu à Gaza, les supporters ornent les gradins des couleurs du drapeau palestinien, une figure parmi tant d'autres visant à faire entendre la voix palestinienne et interpeller l'opinion publique internationale pour plaider en faveur des causes justes. Voilà concernant l'actualité à Gaza, sachez également que l'occupation sioniste renouvelle ses raids sur plusieurs villes du sud du Liban. Les villes de Taïbé, Kafr Kila et de Taïr Harfa ont été prises pour cible. Au Liban toujours, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Abdallah Bouhabib, exhorte l'Union européenne à exercer une pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse son agression en cours contre le pays et respecte la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'appel qu'a lancé donc Bouhabib lors d'un appel téléphonique du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, avec lequel il a fait le point sur les développements sur le terrain dans le sud du Liban et dans la région. Et dans une interview accordée à Al24 News, le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, Walid Fayad, a exprimé sa profonde gratitude envers l'Algérie pour son soutien, soulignant l'importance de cette aide en cette période de critique pour le Liban. Il a également tenu à remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'envoi de 30 000 tonnes de fioul, un geste qu'il a qualifié de solidaire, reflétant les liens étroits entre les deux nations. Cette initiative consolide les bases d'une coopération économique et énergétique durable entre l'Algérie et le Liban. C'est une initiative qui est stratégique, en ce sens qu'elle permet au Liban de non seulement diversifier ses sources d'énergie, mais aussi augmenter, voire une avenue pour l'augmentation de la capacité de production institutionnelle d'électricité du Liban, qui permettra à terme de remplacer l'électricité qui est fournie par les générateurs privés, qui est une électricité nocive, qui est une électricité aussi très coûteuse et qui n'est pas appropriée au niveau économique. Et donc, nous pensons que cette initiative qui est
que nous accueillons avec un grand cœur et avec beaucoup de remerciements, non seulement pour le président, mais aussi pour toute la leadership algérienne et le peuple algérien. Et puis au Yémen, au moins 122 personnes sont mortes et plus de 600 autres ont été blessées suite à des inondations et des pluies torrentielles qui ont touché le pays. Les données officielles ont révélé ce lundi que la catastrophe naturelle était la pire depuis des décennies, avec environ 40 000 familles et des milliers de maisons endommagées. Place à présent au dossier dédié à l'élection présidentielle en Algérie. 12e jour de campagne électorale pour les candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre. Ce lundi, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, était dans la wilaya de Ghardaya. L'occasion pour lui d'aborder l'un des aspects phares de son programme, la préservation de la culture algérienne. Le candidat a d'ailleurs annoncé que s'il est élu, il créera une agence nationale pour la préservation et la promotion de la culture. Regardez. Aujourd'hui, nous devons reconsidérer notre culture et nos singularités. Nous devons la faire revivre sur de bonnes bases, sur les bases de la richesse, de la diversité, des traditions culturelles et linguistiques. Pour nous, cette diversité est un facteur de richesse et peut contribuer au développement du pays, et non le contraire. Certains tentent de véhiculer cette diversité comme vecteur de discorde et de division à travers notre programme. Nous souhaitons préserver notre identité et continuer de la construire sur la base de cette richesse, sur la base de nos diverses traditions et coutumes et sur la base de notre rayonnement culturel. Nous nous engageons à créer une agence nationale pour préserver et promouvoir notre culture et tout le patrimoine de notre civilisation. La course à la présidentielle se poursuit aussi pour le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. Ce lundi, le chef du parti Front El-Moustaqbel, Fatah Boutbig, a mis l'accent dans la wilaya de Relizane sur les réalisations de Abdelmadjid Tebboune durant son mandat, ajoutant que ce dernier a su restaurer le calme national après des années de tentatives de semer le doute et de saper l'unité du peuple algérien. السيد عبد المجيد تبون أعتبره مجدد الفكر الوطني وفكر الدولة. Je considère Abdelmadjid Tebboune comme le rénovateur de la pensée nationale, de la pensée de l'État, l'instigateur de la renaissance économique. Il compte sur les femmes et les hommes algériens et surtout sur les jeunes. Abdelmadjid Tebboune vous l'a dit hier dans la wilaya d'Oran. L'ère d'aujourd'hui est l'ère des hommes, l'ère de l'honneur. Il vous a énuméré les points de son programme. Et c'est la vérité. En un seul mandat, un mandat qui était d'ailleurs incomplet en vue des circonstances exceptionnelles dans la pandémie de Covid-19. Il a tout de même su redémarrer l'économie nationale, préserver les liens de la construction de l'État algérien, protéger la dignité du citoyen et de la patrie et restaurer la paix sociale. Rappelez-vous, chers frères, يا إخوان نرجعوا شوية اللورة بربع سنين 5 سنين اللورة. نقاش كبير، انفلات في الأفكار، نقاش كبير داخل المجتمع. Il y a 4 ou 5 ans de cela, il y avait un grand débat au sein de la société, c'était le chaos. Le chaos était partout, en particulier sur les réseaux sociaux. On entendait des rumeurs ici et ailleurs. Tout ça dans le but de saper et de saboter l'unité du peuple algérien, afin qu'il ne se relève jamais, avec de nouveaux fondements civilisationnels. Lorsque Abdelmadjid Tebboune est arrivé au pouvoir, il a réussi à rétablir l'équilibre financier du trésor public. Il a su contrôler la situation. Nous devons présenter les choses de manière objective. Nous ne sacralisons pas les personnes, mais plutôt les actions et les résultats que nous avons vus de nos propres yeux.
Et le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif, a lui tenu un meeting en fin d'après-midi dans la wilaya d'Adrar. Nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions. À retenir également ce lundi que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, pour le féliciter après sa nomination à la tête de la diplomatie tunisienne, lui souhaitant succès et réussite dans l'accomplissement de ses nobles missions. Les deux ministres ont convenu d'organiser dans les meilleurs délais une rencontre bilatérale dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer la dynamique exceptionnelle marquant les relations algéro-tunisiennes dans divers domaines en vue de les pérenniser et de les consolider davantage. À propos de la Tunisie, le président tunisien Kais Saïed a déclaré ce dimanche qu'il menait une bataille pour libérer le pays de la corruption et de la pauvreté, notamment dans les régions de l'intérieur. Le président tunisien, lors d'une visite qu'il a conduite dans les régions intérieures de la province du Kef, soulignait la nécessité de se mobiliser pour poursuivre la bataille visant à libérer la Tunisie des corrompus et à demander des comptes à toute personne impliquée dans la dilapidation des deniers publics. Si Dieu le veut, ensemble nous allons combattre la corruption sous toutes ses formes, la misère également. Ma visite ici n'est pas le fruit du hasard. Même à Tunis, la capitale et quartiers sont marginalisés. Il faut que cette marginalisation cesse, que la corruption soit éradiquée aussi. Les compétences sont partout. On doit mettre à leur disposition les moyens nécessaires. Même nos entreprises publiques sont inscrites dans cette vision pour contrecarrer les plans de personnes qui malheureusement sont contre nos intérêts. Le droit est au service du citoyen, pas le contraire. Kais Saïed a par ailleurs souligné sa ferme volonté et sa détermination à surmonter tous les défis. Il a également rappelé que bon nombre de problèmes dont souffre le citoyen tunisien sont fabriqués de toutes pièces. Dans plusieurs régions de la République, on constate ces dépassements et on doit en finir avec cela. En alourdissant les peines qui existent déjà et qui sont efficaces. Il y a un groupe de personnes qui s'emparent de toutes les richesses. Nous ne sommes contre personne, mais que chacun prenne sa part dans le cadre des lois. Tout autre chose à présent, le Kremlin affirme qu'il y aura une réponse à l'attaque de Koursk et que l'idée de pourparler de cesser le feu avec Kiev n'était plus d'actualité. Des milliers de soldats ukrainiens ont franchi la frontière russe le 6 août dernier lors d'une attaque surprise qui, selon le président russe Vladimir Poutine, visait à améliorer la position de négociation de Kiev avant d'éventuels pourparlers et à ralentir l'avancée des forces russes sur le long du front. Cela fait partie du travail quotidien du commandant en chef suprême. Vous savez que le président accorde une attention prioritaire à la réception des données et des informations de ceux qui s'occupent de diriger l'opération militaire spéciale sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une décision séparée. De telles actions hostiles ne peuvent rester sans réponse appropriée. Il y aura certainement une réponse. Dans le même dossier, un missile a frappé un réservoir à Vyshhorod, près de Kiev, ce lundi, comme le montrent ces images diffusées sur les réseaux sociaux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait lancé plus de 100 missiles et environ 100 drones d'attaque sur l'Ukraine pendant l'heure de pointe de ce lundi matin, tuant au moins 5 personnes et frappant des installations énergétiques dans tout le pays. C'était l'une des plus grandes frappes combinées. Plus d'une centaine de missiles de différents types et une centaine de drones Shahed. Et comme la plupart des frappes russes précédentes, celle-ci est tout aussi sournoise, ciblant des infrastructures civiles critiques dans la majorité de nos régions de Kharkiv et dans la région de Kiev, dans la région d'Odessa et dans les régions occidentales. Malheureusement, il y a eu des victimes. Il y a eu beaucoup de dégâts dans le secteur de l'énergie, mais partout où des coupures de courant ont été introduites, des travaux de rétablissement sont déjà en cours. Nos équipes de réparation travailleront 24 heures sur 24. Nous veillerons à ce que le courant soit rétabli.
Pékin, de son côté, accuse les Philippines d'être à l'origine de la collision entre deux navires. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dans ce sens critiqué les actions entreprises par les gardes-côtes philippins malgré les dissuasions répétées de la partie chinoise. Je voudrais ici réitérer que Xianbingjiao fait partie des îles Nansha chinoises. Le 25 août, un navire officiel du Bureau des pêches et des ressources aquatiques des Philippines, malgré l'opposition résolue de la Chine et ses dissuasions répétées, a insisté pour pénétrer dans les eaux proches de Xianbingjiao et a dangereusement percuté le navire des gardes-côtes chinois qui se trouvait sur place pour mener des activités de maintien de l'ordre. La responsabilité de la collision entre les deux navires incombe entièrement à la partie philippine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Abdelkader Edrieff. Très bonne soirée.